Bonjour, je suis Malika et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bistrot littéraire. Bistrot littéraire est un podcast qui s'intéresse à la vie singulière de gens extraordinaires. Des gens qui peuvent être auteurs de livres, bergers, hommes, femmes politiques, demandeurs d'emploi, hommes ou femmes au foyer. Mais tous ont ce point commun, celui d'être porteurs d'une histoire. Ce qui fait que ces personnes se ressemblent et se distinguent à la fois les unes des autres, c'est qu'elles sont chacune habitées par une puissance de vie, au cours de laquelle un événement particulier, marquant, original, s'est inscrit sur leur chemin de vie. Et elles ont accepté, pour vous, pour nous, de dévoiler et de partager ce passage, cet instant, cette expérience qui fait de leur vie un chemin extraordinaire. Parce qu'un proverbe africain nous dit « Un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », alors, au bistrot littéraire, nous avons fait le choix d'accueillir la finitude de tout un chacun. Et allons donc chercher ces bouts d'histoire extraordinaires qui se cachent dans la bibliothèque intérieure de chacun. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Bistrot littéraire, à l'occasion de laquelle nous allons faire une rencontre passionnante, dédiée à celles et ceux qui nous éclairent sur les grandes questions de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Rob Hope, un réalisateur de documentaires scientifiques dont le travail se concentre principalement sur les origines du vivant et la préhistoire. À travers ses films, il nous fait voyager des premiers battements de la vie sur Terre aux grandes étapes de l'évolution humaine. Son regard, à la fois curieux, rigoureux et poétique, nous pousse à mieux comprendre d'où nous venons et peut-être aussi où nous allons. Rob, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a conduit vers le métier de réalisateur de documentaires scientifiques ? Bonjour Malika et merci pour m'avoir invité aujourd'hui même. Initialement, il y a maintenant bien longtemps, j'étais journaliste pour les diverses revues anglo-saxonnes, journaliste scientifique en sciences nature. Hein. Et progressivement, j'ai réalisé que les articles pour des divers magazines pour lesquels j'écrivais n'étaient pas en fait des articles, mais étaient déjà des films avec des mots en noir et blanc et une photo illustrative. Et je me suis dit, vers 2005 ou 2006, pourquoi pas tenter de faire un documentaire, voilà, plutôt que de faire un article. Et cette première idée, initialement, c'était sur l'évolution du monde vivant, l'évolution en biologie, l'évolution des espèces, du darwinisme ou de l'amakisme aussi, on peut dire. Donc, ce que je voulais faire, c'est de m'aventurer dans le monde sauvage en remontant le temps pour trouver des premiers animaux, des premières créatures sur terre ferme. D'accord. Et alors justement, tu as fait le choix de t'intéresser au vivant et à ses origines. Est-ce que ce sont des thématiques que tu as découvertes avec le temps ou depuis tout petit, ce sont des sujets qui te passionnent, qui t'intéressent? Je pense, en tout cas, la paléontologie m'a toujours intrigué. Hein. D'ailleurs, j'ai une très vaste collection de fossiles, des fossiles rares, hein, certains fossiles exceptionnels, si je peux dire. J'ai une collection de fossiles importante. Et ça m'a toujours fasciné, hein, c'est le mot fasciné, intrigué. Non seulement un fossile
c'est un objet qui est beau en pierre, hein, qui est un objet organique pétrifié, fossilisé. Mais surtout, cet objet ou ces objets ont une histoire. Surtout si c'est un souvenir d'un moment éteint. Et donc, il y a eu des mondes naturels sur notre surface de terre, sur lesquels on arpente tous les jours. Il y a eu d'autres mondes et d'autres animaux et d'autres vivantes bien avant nous. Et c'est ça que je voulais un petit peu réanimer, d'explorer ce monde-là, quoi. D'accord. Et donc, tu dis d'autres vivants, d'autres animaux et d'autres hommes aussi, puisque tu as beaucoup travaillé sur Néandertal, sur Sapiens, entre autres. Et selon toi, qu'est-ce que ces sujets disent-ils de notre humanité actuelle? Pourquoi est-il important pour toi de continuer, et pour nous aussi, à explorer ces questions? Je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental en ce qu'on appelle le monde sauvage, quelque chose sur lequel on a oublié et on n'a pas, même scientifiquement, encore cerné, on n'a pas pleinement compris qu'est-ce que c'est la mère nature, cette dynamique folle, extraordinaire, cette entité singulière à multiples visages qu'on appelle le monde vivant. Peut-être c'est une seule entité à multiples guises. Mais en tout cas, surgissant de cet monde sauvage, les anciens humains, les hominines archaïques, ont évolué et progressivement, après des multiples formes humaines, sapiens, nous-mêmes, humains modernes, arrivés d'évoluer jusqu'à là où nous sommes. Donc, le succès des sapiens est rempli de paradoxes, hein, bien sûr. Hein. Donc, on a pu survivre, on a pu émerger, dominer et altérer notre planète entière. Donc, et de comprendre ce cheminement de manière précise, peut-être peut nous aider à résoudre nos problèmes actuels, en fait. Donc, je pense que le préhistoire humain est particulièrement fascinante, particulièrement extrêmement intéressant, quoi. Et il y a une forme humaine sur laquelle on peut se comparer. Une autre forme humaine, ce sont effectivement les Néandertaliens, cette autre humanité, cette humanité pas inférieure, juste différente. Donc on parle très souvent d'une altérité cognitive, hein, et il y avait aussi même anatomiquement des grandes différences, sapiens, Néandertal, mais de comprendre qui était Néandertal et de comprendre qui nous sommes nous aussi au même temps. Et puisqu'il y a une archéologie néandertalienne assez dense et relativement complète, on peut prendre comme exemple de comparaison cette ancienne humanité-là, des D'accord. Néandertaliens. Et donc, en fait, aujourd'hui, même si finalement l'humanité d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle d'hier, il y a des points communs. Bien sûr, il y a beaucoup de points communs. Il y a même plus de points communs que différences, finalement. Ouais. Donc, anatomiquement, bien sûr, on est... Du point de vue anatomique et du point de vue social, dans la relation, est-ce qu'on a des éléments qui nous éclairent, des éléments historiques peut-être qui... Ben, il y a un élément majeur, c'est le rencontre sapiens néandertal pendant les temps très distants. Hein, on est à 55 000 ans, ou même un peu plus vieux pour le Moyen-Orient. Il y a eu une rencontre sapiens archaïque et néandertalienne, et pas seulement une rencontre, mais un échange génétique. Donc, grande différence, oui, mais beaucoup de similitudes également. Et on était capable, évidemment, de reconnaître une autre humanité en face et de se mélanger avec cette haute humanité à maintes reprises. En Moyen-Orient, je sais pas exactement la date, mais peut-être vers 100 000 ou 70 000 ans, il y a eu un échange génétique.
Et en Eurasie ensuite, à plusieurs endroits, il y a eu des échanges génétiques. Donc c'était quelque chose qui était relativement courant. Euh, il faut imaginer ce vaste monde sauvage avec peu de humains. Il y avait des populations très éparses dans une très vaste étendue sauvage. Cependant, ce monde sauvage était vraiment rempli de faune, de très grands groupes d'herbivores notamment, de chevaux, des orgues de peut-être 100 000 individus, ou des bisons. Il y avait aussi des mammouths et je parle du dernier âge de glace, hein, bien sûr, mais aussi des mammouths et des rhinocéros laineux, des ours de caverne, des lions de caverne, des hyènes, des loups, et quelques humains. Donc les rencontres sapiens néandertaliennes avec ces populations donc éparses étaient quand même rarissimes. Mais si on multiplie ces rares rencontres avec la profondeur du temps, il y a d'un coup une richesse en fait, parce que ces deux populations se sont côtoyées pendant des milliers et des milliers d'années. Et alors justement, là, tu as cette sensibilité, cette envie de connaître, toujours d'approfondir tes connaissances dans ce domaine-là, et puis de les diffuser, je vais dire de les propager, puisqu'aujourd'hui, tes documentaires, on les retrouve en français, en anglais, on les retrouve dans des chaînes françaises, je cite Arte, mais je cite aussi les chaînes allemandes, américaines, canadiennes, etc. On te retrouve finalement présent partout dans le monde, tu te déplaces pour aller rencontrer ces vies du passé, ces vivants du passé. Comment t'y prends-tu aujourd'hui pour créer un documentaire scientifique depuis l'idée jusqu'à la diffusion? Alors c'est un petit peu un parcours de combattant, hein. Il faut être très très déterminé. Il y a de nombreuses barrière d'improbabilité qui fait qu'un film va probablement même pas marcher. Oui. Donc c'est la réalité. C'est conditionné par quoi? C'est la réalité de notre monde. Rien n'est facile au départ, donc il faut tenter le coup. Et là derrière vous, il y a une citation de Mark Twain que je trouve vraiment géniale. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il en fait. Donc ça c'est juste génial. Et il faut pas y avoir peur, il faut tenter le coup quand même, quoi, pour faire un film. Donc, initialement, mea culpa, je travaille presque exclusivement autour de mes envies et de mes idées à moi-même, quoi. Donc, c'est comme ça, je fonctionne. Par exemple, je vais remarquer ou je vais lire une publication scientifique, peu importe le domaine, en botanie par exemple, ou géologie, ou en évolution des espèces, ou en paléanthropologie, ou en archéologie. Et je vais avoir une idée dans cet ensemble que je vais peaufiner, que je vais rechercher, que je vais mettre en développement, et finalement je vais réaliser qu'il y a un film documentaire à faire sur cette idée qui n'a peut-être jamais été considérée auparavant. Et je vais commencer à contacter des spécialistes scientifiques, peu n'importe où, hein, en France, effectivement, en Espagne, en Royaume-Uni, aux États-Unis. Et je vais commencer à développer une idée en invitant des spécialistes de participer en interview. Et ensuite, je vais écrire. C'est un processus très long, hein. Ça prend combien de temps? C'est des mois et des mois et des mois de travail. Ouais. C'est un projet, donc on ne sait pas si ça va marcher ou pas, hein. Et donc, ces rencontres... Pardon, c'est moi maintenant. Ces rencontres avec des scientifiques, tu vas à leur rencontre en France, à l'étranger? Soit je vais échanger par email, hein, ou par visio, par exemple. Je vais organiser des réunions et des discussions, des fois très longues et à maintes reprises. Et progressivement, je vais scénariser une idée. Donc, je vais écrire une note d'intention de réalisateur. Ça veut dire quel style de film je vais proposer.
Et ensuite, je fais un synopsis, un scénario. Donc, c'est un document d'une quarantaine de pages. Et moi, j'écris en anglais, j'écris assez rapidement en anglais. Mais ce qui est très difficile pour moi, c'est d'écrire en français. Je suis autodidacte, hein, donc c'est vraiment pas facile. Et là, c'est un très gros travail. C'est même plus difficile que d'avoir trouvé une idée originale et d'avoir recherché l'idée que de le traduire en français vraiment de manière, je dis pas littéraire, mais de très bon niveau français. Donc, D'accord. et quand cet ensemble est accompli, enfin et finalement, je vais ensuite soit commencer à filmer quelques images pour faire ce qu'on appelle un mini film de quelques minutes, un teaser de proposition de film, et ensuite contacter les maisons de production. Donc, D'accord. et là, c'est aussi c'est quelque chose de très difficile parce que d'un coup, il faut que le projet soit bien compris, vulgarisé de manière très simple, mais avec un sujet complexe, mais pas bêtifié non plus. Et voilà, donc ça représente peut-être 6 mois de travail. Ouais, avant d'être proposé à une société de production. Exactement. Et ensuite, il faut trouver une chaîne TV. Donc voilà, c'est la société de production qui trouve la chaîne télé. Oui. En pour général, pouvoir commercialiser exactement. Le projet. Exactement. Des fois, en écrivant, j'imagine une chaîne TV et je vais cibler ce style pour ce chaîne-là. D'accord, parce que chaque chaîne a son style finalement. Un petit peu. Si on prend un National Geographic ou tout à fait. Arte TV, ce ne sont pas les mêmes styles. Il y a des styles différents. RMC Découverte, par exemple. D'accord. C'est pas le même style. Au France 3 régional, c'est pas le même style. Donc, il faut doser le texte selon le chaîne TV qu'on vise initialement. Et alors, il t'arrive de partir sur un projet en te disant ça serait pour Arte TV, et puis finalement de réécrire en disant je dois changer mon style parce que ça sera finalement National Geographic ou RMC Découverte. Très souvent, et même presque tout le temps, suite à cette écriture, à ces dossiers initiels, le chaîne TV va demander une réécriture. Donc, il faut reformuler le texte, ou il faut reformuler le style, ou même ils vont inviter qu'il y a un assistant auteur qui va travailler 2 mois sur le texte, ou on va travailler ensemble 2 mois sur le texte pour formater à telle ou telle chaîne. Et là aussi, ça crée quelque chose de difficile parce que d'un coup, l'idée initiale est diluée ou dénaturée. D'accord. Et il faut juste doser pour pas perdre le chaîne, mais pour pas perdre le film aussi. Oui. Et pour pas perdre l'identité finalement de ton travail. Exactement. Qui serait susceptible d'être modifié pour des adaptations. Exactement. Et certaines chaînes, c'est une modification absolue. Donc, ils acceptent le dossier initial, mais ils proposent un assistant ou assistante, hein, bien sûr, auteur, et ensuite ils proposent un assistant ou assistante réalisateur, voire 2 réalisateurs, voire un assistant de l'assistant réalisateur. Et donc, oui, il y a des couches hiérarchiques qui au se départ mettent en place. est désorientée et désappropriée finalement. D'accord. Donc on est on est dans un monde difficile, mais c'est normal. Il y a pas de métier facile. Ça n'existe pas. On peut pas, et c'est même pas la peine de chercher la facilité. J'aime les difficultés, en fait. J'aime des bonnes difficultés, par contre, et pas des mauvaises. Oui. Donc, celles qui te font progresser dans ton travail, dans ta recherche. Exactement. En fait, quelque part, je cherche à comprendre le fonctionnement du monde naturel et notre place dans le monde naturel. C'est ça un peu mon chemin. Et de comprendre notre place dans le monde, aujourd'hui est très difficile. Il faut même retourner les questions en disant où est la place du monde dans notre société anthropique. Voilà, la donne a changé. Hein. On est sur une question scientifique ou une question philosophique? Métaphysique même. Métaphysique. Et alors justement, tu disais qu'on t'impose des personnes pour travailler avec toi. Est-ce que toi,
Tu fais le choix de manière générale de travailler seul ou tu t'entoures aussi d'équipes? Est-ce que quand tu travailles avec des spécialistes, c'est uniquement pour du questionnement ou est-ce que tu collabores avec des paléontologues, des biologistes, des historiens pour pouvoir créer tes supports écrits, tes teasers? Comment tu fonctionnes? Non, j'implique les scientifiques pour l'information objective scientifique. Donc, entre guillemets, je peux avoir une connaissance générale, mais j'invite des scientifiques très spécifiques de tel ou tel domaine. Pour un film documentaire, il peut y avoir 6 ou 7 scientifiques différentes, chacun et chacune de manière complémentaire, et je sollicite ces scientifiques en interview pour parler de leur expertise très spécifique. Donc, qui est dans une idée générale du film. Et j'ai plusieurs méthodes de travailler. Hein. Là aussi, je suis autodidacte dans le sens où je filme beaucoup seul avec des appareils différents. Je fais beaucoup le montage seul et je fais entièrement. Et c'est pas pour me vanter, je veux dire, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais beaucoup de films, en tout cas plusieurs films entièrement seul. Et j'ai une chaîne américaine qui le prennent. Et même ces films-là, quand je agis seul, quand je produis seul, quand je finance seul, donc c'est des films plus courts qui durent 26 minutes. J'y vais très vite parce que j'ai une idée et je connais mon idée et donc je fais pas de dossier. Donc je vais faire directement mon film avec mes camarades, j'ai une envie, je vais explorer tel ou tel paysage, ou tel et tel endroit en arrière-pays, au fin fond des montagnes, et j'ai un thème spécifique du film, et je vais explorer, et je vais me filmer, et je suis même incarné avec un GoPro, je parle devant les caméras, avec des microphones, et je rentre chez moi à la maison, je monte un film de 26 minutes, et je l'envoie aux chaînes TV américaines. Et donc, tu travailles avec des scientifiques de plusieurs disciplines différentes. Moi, la question que je me pose, c'est quel rôle joue la vulgarisation scientifique dans tes documentaires? Et puis, comment trouves-tu le juste équilibre entre le maintien de cette rigueur scientifique et une narration accessible à monsieur, madame, tout le monde? Alors, je vais répondre, mais je vais finir ce que Oui. Donc, on va faire une coupée-coller, hein, donc, et donc, la plupart du temps, je travaille en équipe. Donc, moi, je connais deux ou trois techniciens de grand talent et j'aime bien travailler avec ces 2 ou 3 personnes. Et quand je travaille pour une chaîne, quand finalement j'ai un projet, une proposition documentaire acceptée finalement par une chaîne TV, je vais demander à ce chaîne que je travaille avec mes collègues habituels, 2 ou 3 personnes, et je vais faire le documentaire. D'autres chaînes plus importantes imposent leur équipe, et ils sont souvent très nombreux, et ça c'est très déstabilisant pour le réalisateur, parce que d'un coup, on perd un peu sa place dans la masse de personnes. Parce qu'il s'approprie. Il s'approprie quelque chose inconsciemment, hein. Oui. Mais aussi, souvent, c'est des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, donc ils se connaissent entre eux, mais toi, ils te connaissent pas. Donc, tu es déjà un petit peu en dehors. Et toi, tu es censé être chef de cette équipe. Donc, d'un coup, si on part 2 ou 3 jours en tournage, c'est vraiment difficile parce que d'abord, on est ciblé sur le travail, mais il faut aussi s'insérer dans une équipe qu'on ne connaît pas. Donc, ça ajoute les difficultés du travail. Et finalement, une interview qui pouvait vraiment être super chouette est coupée parce qu'il y a tel ou tel qui veut poser une question aussi, et l'assistant de lampe caméra a une autre question à poser aussi. Et d'un coup, l'interview peut être chamboulée quand même. Donc, on est dans un monde paradoxal. Donc, de bosser avec une grande équipe n'aide pas Et ces équipes ont connaissance du sujet ou ce sont des techniciens du film
mais pas forcément de l'approche scientifique. Ils ont peut-être un peu de connaissance du sujet, mais ils n'ont Mm. pas peut-être étudié le sujet. C'est toujours des gens de bon niveau, hein. Ils ont toujours beaucoup de curiosité, et donc malgré eux, ils sont intéressés par le sujet, donc ils ont une question à poser, mais ça fait pas partie de l'organisation du scénario initiale. au départ. Ouais. Voilà, donc ça c'est très déstabilisant. En tout cas pour moi, ça me pose beaucoup de difficultés. Est-ce que justement, pour revenir à la question finalement que j'ai posée il y a quelques minutes, est-ce que ça contribue justement à la vulgarisation scientifique, le fait que ces gens-là posent des questions, ou toi, dès le départ, tu as déjà prévu cette vulgarisation et justement, sans forcément la rendre, on va dire, tellement accessible que finalement elle perd toute sa substance, tout son sens. Eh ben, c'est ça le truc. Il faut vulgariser, bien sûr, mais il faut pas bêtifier. Donc, on marche un peu sur les œufs. Si on prend l'exemple du monde paléolithique, donc c'est un monde qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je veux vraiment aller dans le monde paléolithique, mais vraiment, je veux aller dans le toundra du dernier âge de glace. Je veux y être. Par contre, ce monde paléolithique a beaucoup de terminologie scientifique, archéologique. Par exemple, il y a en fin paléo-moyenne, au début paléo-sup, il y a eu des Aurignaciens, des Gravaciens, des Solutriens, des Magdaléniens, des épipaléolithiques. Donc, il y a beaucoup de terminologies différentes. Il y a des tailles de silex différentes, ils ont tous un terme différent. Il y a la quina rhodanienne, il y a la Valois, il y a voilà. Donc, culture mustérienne. Donc, on est tout de suite déraillé, grand public intéressé, mais qui n'ont pas spécialement ce jargon-là, peut être immédiatement déraillé. Donc, il faut éviter, de mon point de vue, tous ces grands mots. Il faut parler de populations sapiens modernes, ont eu telle ou telle technologie, ils taillaient le silex différemment que de populations archaïques, néandertaliennes auparavant. Il faut parler de manière très simple, mais sans bêtifier. C'est pas facile, hein, donc, parce que je pense que de faire un film documentaire, c'est de inviter à voyager quelque part dans une connaissance émergente de tel ou tel domaine scientifique. Et de inviter cette exploration, il faut avoir un jargon qui est accessible, bien sûr. Et alors là, justement, tout à l'heure, tu as décrit toutes ces étapes qui te permettent de réaliser un documentaire, de l'idée à la découverte d'un article dans une presse spécialisée, scientifique, ton imagination, tes rencontres, tu provoques des rendez-vous, et puis tu travailles pendant des mois. Et ton projet va être accepté ou pas, va être accepté et modifié, va être... Et est-ce que une activité comme celle-ci peut permettre à un réalisateur comme toi de vivre déjà de son métier, et quels sont les défis économiques et logistiques du métier de réalisateur de films et de documentaires scientifiques? Alors moi, ça fait, je sais pas, 18 ans, je fais ça. Moi, je suis intermittent du spectacle. Donc, chaque fois que j'ai un film finalement qui marche, donc il faut dire peut-être c'est un projet sur deux qui va marcher. Donc chaque projet prend 6 mois de travail. Donc des fois, pendant 6 mois, je travaille et ça marche pas. Et pour de multiples raisons, des fois j'ai un super projet, j'ai une patate chaude, mais elle va juste pas marcher. Elle va pas décoller. Et en parallèle, j'avance d'autres projets. Et des fois, il y a des projets moins intéressants qui, d'un coup, trouvent des partenaires tout de suite. Et voilà, c'est comme ça. Moins intéressant pour toi, mais plus intéressant pour le public. Peut-être. C'est ça? Peut-être. On est dans un monde subjectif. Hein, donc, ouais. Mais en tout cas, en tant qu'intermittent de spectacle, il faut que j'ai pas seulement un salaire pendant que j'ai un projet qui marche, qui est en tournage et qui est en montage. Donc j'ai un salaire pendant le 6 mois de action de film, jusqu'à l'aboutissement, la livraison de film terminée.
j'ai un salaire et j'ai aussi des cachets d'intermittence. Et les cachets d'intermittence payent le moment où je suis en hiatus de travail. Parce que je suis dans un projet. Le cachet d'intermittence, c'est quoi? C'est la vente du film? Ça vient d'où? C'est suite à l'achat du projet. Par une chaîne de télé. Voilà. Donc, oui, on peut y vivre avec ça, tout à fait, hein. D'accord. Moi, je suis intermittent depuis 18 ans sans faute. D'accord. Parfois, c'est jamais facile. D'ailleurs, c'est jamais facile, point barre. Mais c'est une réalité qui existe. Et je gagne ma vie et je gagne un salaire comme ma femme, pareil, égal, quoi. Et ma femme qui est instite. Et donc voilà, donc je gagne pas des fortunes, mais je gagne ma vie quand même. Oui, tu arrives à trouver un équilibre matériel du fait de cette activité. Exactement. Mais en même temps, il y a un petit bonus, entre guillemets, dans le sens où, en tant qu'auteur, réalisateur du film, suite à une diffusion sur une chaîne TV, je touche de royalties. Voilà, donc j'ai 30 documentaires depuis 18 ans. Hein, d'accord, donc tu touches des royalties à chaque fois que un de tes reportages, un de tes documentaires est diffusé. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc j'ai de nombreux films dans les collimateurs, donc en fin d'année, ça fait quand même une petite somme. Oui. Donc qui met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Très bien. Et alors justement, et je dirais pour conclure, si on laissait de côté l'aspect économique, l'aspect logistique, l'aspect production, etc., et que tu t'appuierais vraiment sur ta passion, quel serait pour toi le documentaire idéal que tu rêverais de réaliser si tu avais carte blanche? 2 documentaires. Le premier, l'émergence de vie sur la planète Terre. C'est un quasi miracle que dans un monde stérile, inerte, de multiples systèmes Terre, l'hydrosphère, l'atmosphère, a émergé, depuis ce monde stérile, a émergé la biosphère. Un autre système Terre, mais un système Terre du vivante. Et cette émergence subite d'une entité vivante qui a la faculté de auto-réplication. Donc, la première forme de vie, bien sûr, c'est les microcellulaires. Hein, donc, on parle de eucaryotes et prokaryotes, division et l'émergence évolutive vers la complexité. Ça, ce sera un film à faire vraiment, d'aller très, très profondément dans cet phénomène extrêmement improbable, remarquable. Si on voit l'entité du vivante, mère nature, comme une seule entité, elle a 4 milliards d'années d'âge. Et avec ses maintes formes de visages vivantes, elle a la capacité d'endurer dans le temps encore d'un temps phénoménal, jusqu'à l'extinction du soleil, finalement. Et même au-delà, si on parle que l'être humain est capable d'y aller, habiter sur Mars et au-delà. Donc, c'est le phénomène de vie qui est vraiment, vraiment donc, bluffante, folle, extraordinaire. Finalement, là, on est dans le domaine purement scientifique, hein, l'évolution de l'homme. Tu as cité Darwin tout à l'heure. Là, le jardin d'Éden avec Adam et Ève n'ont pas du tout leur place dans ces réflexions-là. Ça veut dire que l'approche spirituelle peut être complètement déconnectée? Bien sûr, ça n'a jamais été connecté. Ça n'a jamais été connecté. De mon point de vue. Oui. On est dans un monde complètement naturel. C'est un phénomène naturel lié à de multiples coïncidences improbables, extrêmement improbables. Et la vie, c'est un phénomène naturel, bien sûr. Donc, mais de penser qu'il y a autre chose, ou de penser que dans ce clairière, je me sens bien parce qu'il y a une énergie particulière,
bien sûr, pourquoi pas. Et on devrait chacun avoir sa propre réalité en tête, c'est sûr. Mais il y a le monde scientifique qui disent objectivement, catégoriquement, que il y a eu des événements improbables dans le passé distant, liés au phénomène du vivant. Donc, la vie n'est pas, le monde n'est pas apparu de manière complète comme ça un jour donné, mis en place par un esprit céleste. D'accord. Non, bien sûr que non. Alors ça, c'est le premier projet finalement, hein, les origines du vivant. Quel serait le deuxième projet? Le Parce que deuxième tu as dit projet, deux projets. l'origine de l'humanité moderne. Ah, Voilà, donc ça c'est de l'humanité moderne. moderne. L'émergence hominine, oui, bien sûr, mais pour comprendre Elle l'émergence de provient Sapiens. d'où cette humanité moderne? Elle démarque quand? À quelle époque? Sapiens, on est en Afrique, bien sûr, vers 300 000 ans, hein, chose étonnante, de cette grande distance de temps, donc une humanité archaïque. Sapiens, archaïque, on dit des fois Cro-Magnon, a émergé et progressivement a migré pendant le moment de climat clément, ou petit changement de climat favorable, et ont quitté l'Afrique, ont quitté le Moyen-Orient, ont exploré l'Eurasie, ont arrivé en Europe il y a probablement 54 000 ans, donc les recherches dans la vallée du Rhône, hein, l'équipe de Ludwig Simak à le Grotte Mondrian nous montre bien catégoriquement qu'il y a une arrivée sapiens à 54 000 ans. Hein. Un petit groupe qui arrive en territoire néandertalien et qui s'installe et qui subsiste pendant plusieurs générations. Donc, et ensuite, les registres archéologiques se dissipent, se disparaissent. On ne sait pas où ce premier groupe, connu en tout cas, sont allés. Mais ensuite, il y a de nombreux petits groupes comme ça qui vadrouillent, qui explorent l'Europe. Et finalement, un groupe, à un moment donné, s'installe et qui reste. Notamment dans le Jura souabe au sud de l'Allemagne, il y a un groupe de sapiens vers 41 000 ans qui s'installe et qui reste et qui s'impose sur le paysage sauvage. Où justement en ce moment le néandertalien s'éteint. Et c'est le premier groupe de sapiens qui s'installe vraiment définitivement, qui trouve une place dans ce monde sauvage, hostile, froide, hein, en âge de glace. Et le début de notre modernité aujourd'hui. Ils arrivent avec une cognition pleinement moderne, avec un monde justement inventé, un monde mythologique, un monde rempli d'esprit et d'entités imaginées, un monde cosmogonique, un monde animiste. Ils ont même réinventé le monde naturel avec leur mythologie, les histoires et les croyances, même l'émergence d'une forme religieuse. Et cette population, ils se sont rapidement étalés à travers l'Europe. Ils ont amené avec eux leur mythologie, leurs croyances, les mêmes, et ils ont exprimé cette croyance, cette vision du monde, symboliquement dans leur art. Donc on voit apparaître subitement en Europe un art de mini-sculptures gravées dans les ivoires de mammouth notamment, des petits objets, des petits animaux, des chevaux, des bisons, des ours, des poissons aussi, des oiseaux aussi. Et en même temps, il y a l'émergence de l'art rupestre, quelque temps, un tout petit peu après. Donc, on voit le Grotte Chauvet, hein, c'est... Oui, tu as eu la chance je suis allé plusieurs fois, d'accéder une trentaine de fois, tu me disais. De nombreuses fois. Dans la Grotte Chauvet, la vraie. La vraie Grotte Chauvet. Et chose remarquable, dans la Grotte Chauvet, donc au fond, surtout le panneau du fond, le panneau des lions, c'est une scène de chasse. La fameuse image qu'on connaît, je dirais, absolument tous. Remarquable. Au niveau artistique, c'est juste fabuleusement maîtrisé à la perfection. C'est une œuvre d'art. Mais c'est aussi, et je pense que c'est quelque chose de très important sur lequel on n'y pense pas vraiment, mais
pour moi, c'était flagrant. Ils nous ont laissé la première image de monde sauvage. Donc, c'est la première image de monde sauvage complet. C'est pas un seul animal qu'ils ont dessiné. C'est tout un flopé de bestiaires, de mammifères, qui sont en interaction vraie. C'est une vraie chasse de bisons, de chevaux, pas des lions. Et pour moi, c'est une image la première image humaine de monde sauvage. On sait que ce monde sauvage-là, grouillé de faune. On le voit. Ils nous ont laissé ce message inconsciemment, hein. Et là, tu te dis que ça ferait partie de ton idéal, je dirais de ta carte blanche en termes de... C'est un film à faire. Oui. De recréer le monde paléolithique, de recréer le Serengeti de l'âge de glace. C'est ça le message qu'ils nous ont laissé. Ça te paraît possible ou impossible si tu lis le panneau qu'il y a derrière moi? Alors, ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait quand même. Donc, voilà. Ce film-là, je vais le faire. Par contre, c'est très difficile. Par contre, c'est très difficile à faire parce que de recréer le passé, on peut filmer en vrai les pans sauvages de paysages. En Écosse, il y a des endroits au nord de l'Angleterre, il y a des collines qui s'appellent le Cheviots, sur la frontière d'Écosse. C'est un paysage magnifique qui est pour moi paléolithique, hein. Il n'y a pas d'arbres, c'est des vallons, c'est des collines qui montent à 1000 mètres d'altitude, mais en douceur comme ça. Et c'est un paysage. De filmer ce paysage-là en fin d'année, il y a une couleur remarquable de graminées qui virent vers l'hiver. Donc c'est des paysages marron et mauve de couleur. C'est fabuleux. Et d'insérer en image de synthèse ou avec des figurants habillés avec des vestimentaires de l'époque, des fourrures, c'est toujours, on marche un peu sur les œufs, c'est toujours difficile à accomplir sans tomber dans le ridicule. Mais je pense avec beaucoup d'habileté et de bonne intelligence, on peut vraiment recréer ce monde paléolithique. Je veux explorer ce monde paléolithique. Je vais y aller. Mais je veux pas aller seul. Je vais amener des spectateurs. Je veux recréer ce monde. D'accord. Alors, Rob, malheureusement, on est toujours limité par le temps. J'aurais envie de te poser tellement d'autres questions. Je tiens à te remercier infiniment, Rob Hope, pour cet échange captivant. Tes documentaires, pour lesquels nous mettrons les liens sur notre page Bistrot littéraire, nous rappellent à quel point la science, quand elle est racontée avec passion et précision, peut éveiller en chacun de nous une profonde curiosité. Je te souhaite encore de belles découvertes, de belles rencontres et surtout de continuer de nous faire voyager dans le temps et dans la vie à travers tes images. Et comme je te laisse le mot de la fin, mon cher Rob, que pourrais-tu dire à nos auditeurs qui pourrait leur donner de l'espoir pour l'avenir, mais aussi et surtout pour le présent, au vu de ton travail qui nous transporte à travers des époques reculées? Alors ça, c'est une sacrée question. De voir l'avenir est impossible, mais je pense de comprendre notre passé, notre persistance à travers un temps improbable, à travers les changements environnementaux étonnants entre âge de glace, interglace. Nous, humains modernes, on y est toujours. Et nous sommes cependant de plus en plus nombreux. Notre succès, le succès humain, et paradoxalement, notre péril potentiel, on est notre propre ennemi quelque part. Donc, est-ce que nous sommes des bons sauvages ou de mauvais sauvages? Ça, c'est une question de Levi Strauss. Mais l'avenir nous dirait. Mais je pense que moi, je pencherais très légèrement de quelques mini pourcentages vers les bons sauvages. Et je pense que si vraiment c'est le cas, notre avenir est vraiment solide. Mais avant tout, il faudrait qu'on apprenne 2 ou 3 choses fondamentaux encore, sans doute. Je pense qu'on a ignoré la nature, on est détaché du monde naturel,
De plus en plus, il faut se rattacher un petit peu pour comprendre un peu mieux qui nous sommes, je pense. Donc finalement, devenir de bons sauvages. Complètement. Merci. C'est possible. Merci à toi, Rob. Vous avez aimé ce podcast? Likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains podcasts.